Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'est dimanche 9 juillet à Bissau. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, M. Cheikh Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, non moins coordinateur du baromètre. Monsieur Soumano, merci de votre fidélité à ce plateau aussi. Bonsoir Barou, bonsoir à mes collaborateurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Deuxième invité, professeur Abdul Karim Djamoutene, économiste. Il est professeur d'enseignement supérieur. Professeur, merci d'être autour de ce plateau. Bonsoir et merci à vous, merci aux téléspectateurs. Troisième invité, monsieur Mamadou Lamine Sibi. Il est politique, conseiller des affaires étrangères. Monsieur Sibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Quatrième invité, Badou Sidi Koba, journaliste et directeur de publication du journal, pas le Carrefour, mais le Triomphe du Mali. Badou Koba, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant donc d'aborder ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO au niveau de la Guinée-Bissau, Choguel Kokala Maïga versus régime Alpha Omar Konaré, la bataille aura-t-elle lieu? En attendant, le parti des abeilles demande désormais au Premier ministre Choguel Kokala Maïga de présenter des excuses officielles à l'ADEMA et au président Alpha Omar Konaré. Suite donc à sa dernière sortie, il s'agit de la sortie de Dr Choguel Kokala Maïga sur les réseaux sociaux, dans laquelle sortie Choguel Maïga n'a pas manqué d'accuser sèchement, sans le nommer, le régime Konaré d'avoir détruit et l'armée malienne et le système éducatif malien. Monsieur Soumano, votre lecture sur cette bataille arrangée entre Choguel Maïga et l'ADEMA PSG d'un côté. Merci bien Barou pour cette question. Vous savez déjà, le terrain politique c'est tellement complexe. À un moment donné, chacun veut véritablement montrer sa suprématie. Et donc, quand je regarde un peu les commentaires et que je vois la réaction justement de l'ADEMA, c'est pas seulement que l'ADEMA. Mais j'ai envie de connaître qu'est-ce qui peut amener un premier ministre en fonction de s'attaquer à un régime entier. Bon, pour le moment, je n'ai pas tous les éléments, mais a priori, il faut déjà comprendre qu'on est toujours dans ce bipolarisme. Hein. Ouais. Bipolarité, ancien régime, Malikoura, etc. Mais ce qui est important, c'est que je pense qu'en fait, à un moment donné, il faudrait qu'on évite de prononcer des choses qui pourraient fâcher et qui pourraient aussi mettre dos à dos les Maliens. Je pense que le docteur Choguel Kogal, Premier ministre, actuellement est en posture où il doit beaucoup plus travailler à l'Assemblée. Travail qui fait déjà bien depuis un certain moment. Je crois que là, il faut lui tirer chapeau. Bon, maintenant, ce qui se passe, j'espère que très rapidement, les uns et les autres vont se mettre au-dessus parce que je me dis quelque part c'est pas bien, ça ne fait pas, ça fait pas bien pour l'image du pays, et même si d'aucuns pourraient comprendre que c'est des querelles politiques, mais moi en étant non politique, je propose qu'on puisse se mettre au-dessus de cela, et la demande de l'ADEMA étant légitime, parce que c'est comme en diplomatie également, quand un État se voit agressé, demande d'excuses. Oui. Bon, c'est au Premier ministre de voir l'opportunité, mais je pense qu'il faudrait qu'on se mette au-dessus de cette mêlée, quoi. Okay. Professeur, avec cette sorcière, on peut dire finalement que Choguel en veut à Alpha et à l'ADEMA. Bon, je ne pense pas trop. Parce que vous savez, le poste des PM est un poste politique. Et donc cette intervention, je crois qu'il faut la situer dans ce contexte-là. Et vous savez, un politique, quand il prend la parole, il s'adresse à un public cible. C'est la population. Et quand vous interrogez cette population dans sa majorité, ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas cette capacité d'analyser les choses comme vous et nous, diront, c'est Alpha qui a détruit l'armée, comme dans la rue, vous entendez. Donc, du coup, quand un politique se fait porteur de ce message, vous voyez, regardez vers là où je regarde. Peut-être quand il dit par exemple que le régime Alpha n'avait pas de bilan. Oui, il n'a pas de bilan, cela dépend de qu'est-ce qu'il regarde comme indicateur pertinent.
peut-être que quelqu'un qui parlait de la stabilité, de la démocratie, si pour vous c'est l'élément fondamental dans le cadre d'un régime, vous trouverez qu'il a un bilan meilleur. Mais pour quelqu'un d'autre qui pense que c'est l'éducation, et aujourd'hui, moi je suis prof d'enseignement supérieur, je suis enseignant, nous ne reconnaissons que les différentes réformes qui ont été initiées durant la période des alpha. Les fruits, lorsqu'ils sont arrivés à l'université, pour la plupart n'avaient pas de niveau. Pour la plupart n'avaient pas de niveau. Vous donnez raison déjà au Premier ministre Choguel Maïga? Non, je ne donne pas raison parce que moi je dis simplement pourquoi. Parce que vous savez, au quotidien nous apprenons. Alpha est venu avec ces éléments, ils ont tenté de réformer. Nous avons vu les résultats. Et donc, c'est sur la base de ces différents échecs que nous améliorons le processus de prise de décision. Choguel aussi, à un moment donné, a participé aux différents gouvernements dont les résultats ont été connus également. Mais aujourd'hui, il est en train d'initier autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est inspiré des réussites et des différents échecs. Et donc, pour moi, les propos ne devraient pas forcément être orientés à l'endroit d'un individu, mais cependant, on peut apprécier les résultats d'un certain nombre d'actions qui ont été prises. On sait qu'aujourd'hui, même ces jeunes militaires qui sont venus, l'outil de défense n'existait pas. Mais cet outil de défense-là, il a disparu quand? Le système éducatif malien, tout le monde le sait. Vous avez des gens qui avaient le bac, même la maîtrise, qui ne savaient même pas parler français, qui ne savaient rien faire, qui venaient dans les stages, vous ne savez même pas comment les exploiter. Mais ils sont sortis de quelle école? Ils sont sortis du système éducatif qui a été mis en œuvre, conçu par qui? Oui. Par des décideurs. La NEF, la nouvelle école. Et donc, dans toutes ces différences-là, pour moi, je l'apprends dans ce contexte-là et non pas un débat qui soit orienté contre quelqu'un. D'accord. Monsieur Sibi, Choguel ne s'est pas arrêté à cette sortie sur les réseaux sociaux. On l'a vu à Mopti lors de la cérémonie d'ouverture même du biennale. Il a aussi tensé au cours de son discours le régime Alpha en indiquant que c'est ce régime qui avait mis à veille, si vous voulez, la artistique et culturelle. Jusqu'où peut aller cette finalement guerre entre Choguel et Ladema? Non, en fait, je souris. Vous savez pourquoi? Le Non. président Alpha Oumar Konaré a rendu le tablier il y a 21 ans. Vous pensez qu'on n'a pas de problème pour parler de ce bilan encore? Vous posez la non, mais question très sincèrement, moi, est-ce que, au niveau d'un Premier ministre, vous êtes à la tête d'un État en faillite qui fait ce qu'il peut pour se remettre en selle? Il y a la MINUSMA qui s'apprête à rentrer. On a des groupes, des éléments terroristes encore qui nous embêtent. Une armée en reconstruction. On a une administration napoléonienne qu'on n'a pas su refonder, quand bien même on parle à tout vent de refondation. On a le rapport le pouvoir d'achat qui est exécrable. Donc, on voit tous ces défis, tous ces problèmes-là. Nos réflexions ne vont pas dans le sens d'adresser ces questions-là, mais plutôt de parler d'un président qui a quitté le pouvoir il y a 21 ans. Mais qui sommes-nous? Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, c'est trop bas. Je pense qu'il faut laisser le président Alpha Oumar Konaré là où il est. C'est nous qui sommes là aujourd'hui. Alors qu'on règle les problèmes de ce pays. Les réflexions doivent aller dans ce sens-là. Et si on n'a plus rien à proposer, les Maliens, nous sommes, je crois, plus d'une vingtaine de millions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est cela. D'accord. Badou, en écoutant Sibi, on a l'impression que le Premier ministre est en train de nous amener à discuter, excusez-moi du P, sur le sexe des anges. Vous savez, il faut comprendre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vous savez, il est issu d'un courant qui est différent du courant du mouvement démocratique. Lui, c'est l'Union démocratique du peuple malien. Et si je peux m'exprimer ainsi, pendant longtemps, il a été le Moussa Tembine du général Moussa Traoré. Donc, il faisait partie de la jeunesse de l'UNGM. Et la façon dont Moussa est parti n'a pas pu digérer cela. Et chaque fois, il le dit. Et à chaque fois, quand il parle, il dit qu'en 91, on a fait venir des mercenaires pour renverser Moussa. Ces mercenaires ont tiré sur la foule, etc. etc. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'à chaque fois, quand il s'exprime, il s'en prend aux acteurs du mouvement démocratique et il met en avant le bilan de Moussa Traoré. Parce que le docteur l'a rappelé.
quand vous voulez avoir le patriotisme du Mali, il faut citer un certain nombre de faits. Par exemple, la déliquescence d'armée. On le met sur le compte du président Alpha Oumar Konaré. La détérioration du système éducatif. On le met sur le compte du président Alpha Oumar Konaré avec la nouvelle école fondamentale où on recrute les enseignants n'importe comment, où les élèves passent sans passer des examens. C'est l'enseignement de masse. Donc, il a amené un système. Pour Choguel, cette situation a contribué à détériorer la situation même du pays. Et ce que Choguel n'a pas pu digérer, c'est le fait qu'Alpha Oumar Konaré, quand même, a fait partie du gouvernement du général Moussa Traoré. Il a été ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Donc, vous comprenez son indigestion, finalement? Je comprends son attitude, je comprends son comportement. Et vous savez que Choguel, il est futé, il est intelligent. Il sait quand il faut bondir sur sa proie. Donc, il a surfé sur le patriotisme du Malien lambda pour tenir ses propos. Or, vous savez, dans la rue, quand vous parlez des acteurs du mouvement démocratique, certains crachent. Parce que pour eux, les malheurs du Mali aujourd'hui, c'est les acteurs du mouvement démocratique. Pour eux, c'est des hordes de pillards qui sont venus. Au lieu de servir le Mali, ils se sont servis, ils ont rempli leur type digestif. Maintenant, comme ils n'ont plus accès aux ressources de l'État, ils vont de l'autre côté pour crier. Et pour certains Maliens, même tous ceux qui ont dit oui, pensaient qu'ils allaient rentrer dans ce gouvernement pour continuer à s'endimancher, pour continuer à remplir leur type digestif. Donc, ça n'a pas été le cas. Et ils profitent de cela. Et à chaque fois, on cite le nom de l'ADEMA. En venant tout de suite, quelqu'un m'a dit, si tu viens sur le plateau, il faut dire que l'ADEMA est un groupement d'intérêt économique. Si vous voyez que l'ADEMA est en train de s'en prendre... Oui, si vous voyez que l'ADEMA est en train de s'en prendre à Choguel, c'est parce que l'ADEMA n'a aucun membre dans le gouvernement. S'ils avaient un membre dans le gouvernement, peut-être ils allaient damer sur ça, ils allaient faire semblant. Parce que l'ADEMA, les leaders de l'ADEMA sont très malins. Quand ils savent que ça ne va pas, s'ils ne veulent pas entendre, ils font semblant de ne pas écouter. Mais si ça les intéresse, ils écoutent. Je dois me rassurer que cette sortie de Badou ne fera pas l'objet d'un communiqué réplique de la part de l'ADEMA, par exemple. En tout cas, après le remaniement ministériel intervenu il y a quelques jours ici au Mali, le président de la transition a pris sur lui la décision de rencontrer l'ensemble des ministres sortants. Quelle image doit-on coller à ces gestes du colonel Assimi Goïta, M. Soumano? Merci bien, Barou. Vous savez, moi, je le mets au compte de la courtoisie et surtout pour mettre court à toutes les supputations qui ont été faites parce que, en fait, les gens se posaient des questions. Il n'y a pas eu de fuite déjà et que, en fait, beaucoup d'entre eux, semble-t-il, n'avaient pas été informés, n'avaient pas l'information. On aurait appris justement le remaniement comme les autres. Donc, je pense que peut-être, vous savez, quand on est géré dans un régime avec beaucoup de colonels. Donc la façon de gérer n'est pas forcément, parce que l'information pour moi est assez capitale. Et on a vu, vous savez, par le passé, certains remaniements où on savait déjà, avant la lecture du décret, qui allait où. Et donc il fallait peut-être couper court à cela. Mais quand cela ne tienne, il faut déjà saluer le président pour avoir pris cette initiative de recevoir. Cela prouve qu'il n'y a pas, c'est pas que des gens ont démérité. Moi, j'ai eu à connaître personnellement, travailler de façon étroite avec certains partants qui n'ont du tout pas démérité. Je prends le cas du ministre de la fonction publique, avec laquelle on a fait de très bonnes choses. On était d'ailleurs à Genève ensemble pour pouvoir négocier des choses pour le Mali, en tant que président des jeunes patrons. Et lui, et donc franchement, c'est une dame qui a organisé l'un des meilleurs concours de la fonction publique. Et d'ailleurs, je pense que le président n'a cessé de revenir là-dessus. Il y a d'autres également qui n'ont pas démérité. Je prends le cas du ministre de la Santé, également du ministre de l'Éducation, aujourd'hui, qui a aussi organisé des concours sans fuite. Bon, maintenant, les entrants, évidemment, il faut aussi les saluer. Moi, je connais certains d'entre eux, dont les compétences n'ont d'aucun doute. L'actuel ministre du Commerce, qui a fait ses preuves au niveau de la BNDA, celle qui prend l'entrepreneur national, Mme Barayo, qui est très compétente, qui est un bourreau du travail, qui connaît vraiment les questions d'investissement et les questions d'emploi. Et enfin, le ministre de la Jeunesse, qui est d'ailleurs notre frère, qui aussi a fait de très bonnes choses avant d'arriver au gouvernement. Donc il faut noter Assimi a vu juste finalement en prenant... En tout cas, la lecture que je fais, c'est que d'abord, première chose, beaucoup de gens ont été agréablement surpris parce que quand vous regardez la ferveur qui a animé, j'allais dire, beaucoup d'états-majors politiques, on s'attendait à un partage de gâteau. En tout cas, imaginez 11 portefeuilles où il n'y a aucun politique. Ça, c'est à saluer. Ça pour les entrants. Pour les entrants, il n'y a pas de politique. Et il y a surtout qu'il y a une émergence d'une classe politique. On a vu beaucoup d'états-majors nouveaux où on pensait, en tout cas beaucoup de Maliens ont pensé qu'eux, ils allaient faire leur entrée. Donc ça n'a pas été le cas. Donc Assimi a plutôt préféré, j'allais dire, un gouvernement
entre guillemets, de continuité. Pourquoi je dis de continuité? Parce que si vous regardez aussi certains départements, vous allez voir que c'est plus un passage de relais. Par exemple, au ministère de la Santé. On va vous revenir. Hein. Je dois aussi me rectifier en annonçant le chapeau déjà que le président a rencontré tous les ministres sortants avec la photo qui est montrée par la réalisation. Je ne vois pas ici l'image du ministre Modibo Kone, précédemment ministre de l'Environnement. Je ne vois pas ici. Je ne le vois pas sur la photo. Professeur, déjà, quelle analyse faites-vous de ce changement intervenu au niveau du gouvernement Choguel? Bon, et ce changement, je crois qu'on s'y attendait. Ça, c'est clair. Maintenant, la question, c'était quand le changement allait intervenir. Maintenant, peut-être même beaucoup s'attendaient à un changement majeur au niveau du gouvernement parce qu'au fait, à un moment donné, il faut reconnaître, c'est comme les actions stagnaient. Vous pensez que ce changement n'est pas majeur? À l'accoutumée, ceux qu'on a l'habitude de voir, le gouvernement démissionne, ils prennent un temps. Vous voyez, donc il y a eu un changement au niveau de la procédure cette fois-ci. C'est-à-dire qu'au niveau de la forme, il y a eu un changement. Maintenant, quant au contenu, si on s'intéresse au fond, il y a un changement majeur, comme Soumano l'a dit tout à l'heure. Voilà, au niveau de la forme, parce que ce qu'on a vu, des techniciens. Vous voyez, ce sont des techniciens. Mais ce qu'on, moi, je me réserve pour le moment, parce qu'on a l'habitude aussi de voir des véritables techniciens qui ont été nommés dans les précédents gouvernements, que ce soit avec ce régime ou les régimes anciens, mais dont les résultats n'ont pas été forcément à hauteur de souhait. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que la fonction de ministre est une fonction éminemment politique. Au-delà de vos compétences techniques, il y a d'autres compétences managériales et d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte. Et donc, dès lors que vous n'êtes pas en mesure d'appréhender ces différents éléments, et donc, malgré, quelle que soit votre technicité, il vous serait difficile d'avoir du résultat. Bon, maintenant, on sait quand même que, mais déjà, ce qui est important, on a su que les gouvernants actuels, les autorités actuelles veulent du résultat. C'est-à-dire que la démarche montre qu'ils veulent du résultat. C'est pourquoi ils sont allés vers des techniciens. Vous comprenez? Parce qu'au fait, je connais certains dont je vais forcément taire le nom. Je les connais, j'ai eu à travailler avec eux récemment. J'ai vu qu'ils sont vraiment épris de talent, pétris de talent. Ils aiment ce pays et ils ont changé de département. Mais souvent, lorsque vous changez de département, même quand vous êtes technique, le département n'est pas forcément de votre ressort technique. Vous voyez que déjà, il y a une période d'apprentissage qui fait que souvent le résultat n'est pas là. Mais déjà, par le fait qu'il a reçu, je crois que déjà, c'est une bonne habitude. C'est un bon début. Parce qu'au fait, c'est vrai, la plupart, beaucoup ne savaient pas qu'ils allaient partir. Il y a des gens qui étaient même en train de promettre demain, après-demain, et la nuit, ils ont appris tout comme moi qu'ils sont partis. Maintenant, si vous voulez un consensus, à défaut d'avoir un consensus politique global, au moins ceux-là qui sont avec vous, il faut s'assurer qu'ils ne seront pas contre vous. Il faut aussi les rassurer. Donc, je crois que ce message s'inscrit dans ce cadre-là. Voilà, merci. Sibi, comment vous analysez cette image du colonel Assimi avec les ministres sortants? Il faudra dire que c'est peu orthodoxe. Enfin, c'est pas orthodoxe. On n'a pas l'habitude de voir des ministres débarquer appelés par le président. Et puis bon, peut-être que leur départ aussi n'a pas été orthodoxe. Donc, moi, je me dis qu'ils sont en train, ou bien peut-être ils ont voulu adoucir un peu, corriger certaines façons de faire pour que les gens, qu'il y ait moins de frustration. C'est peut-être ça, mais ça n'a pas d'impact sur la vie du pays ou bien le courant des choses, quoi. Je pense que c'est tout simplement protocolaire. Peut-être qu'ils ont été débarqués d'une façon entre guillemets peu honorable. Bon, débarquer, remercier, partir, ça dépend de ce que vous voulez dire, mais bon, dans tous les cas, on s'en va, quoi. Vous avez une analyse particulière sur les entrants et les partants? Non, vous savez, moi, je présume pas, je fais pas de louange, c'est pas dans mes habitudes. Moi, j'attends quoi? J'attends de voir, j'ai des indicateurs, je sais quand quelqu'un fait du bien, j'ai le bon sens, et maintenant, à l'œuvre, on va voir qui fait quoi, et l'histoire retiendra. Mais moi, je ne fais pas de louange, c'est pas dans mes habitudes. Badou,
Quelle analyse faites-vous de cette... Avant allez-y. Avant de parler de cette analyse, Allez-y. je voudrais revenir sur la polémique Chogal en quelques secondes. Vous savez, en 1993, pour la première fois, Chogal est sorti du bois pour ouvertement réclamer le bilan de l'UDPM. Et quelques temps après, il a voulu créer l'UDPM. Le MPR. Non, l'UDPM d'abord. Oui. Et le pouvoir n'a pas voulu et il a créé le MPR. Et je me rappelle bien, au moment de la création du MPR, Pascal Baba Coulibaly a même mobilisé les chasseurs pour lui faire savoir qu'il fait attention. Si c'est vrai que vous allez créer le MPR, c'est l'UDPM qui ne dit pas son nom. Faites énormément attention. Mais malgré tout, il a persisté pour dire qu'il réclame le bilan de l'UDPM. Il va continuer à réclamer le bilan de l'UDPM. Donc, au-delà mais est-ce qu'un Premier ministre n'est pas au-dessus de toute cette considération, par exemple? Il ne doit pas se mettre au-dessus de la mêlée. Il est le chef de l'exécutif, oui. Mais quelque part, il a répondu quand même à une provocation qui ne dit pas son nom. C'était laquelle? Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je pense que revenons à nos moutons. Oui. Et on est là, maintenant, vous fuyez les débats. Vous ouvrez la brèche et ensuite, allez-y. On est en train de parler du... revenons à la question. Donc, moi, je pense que le mensonge se juge au pied du mur. Et souvent, comme l'a dit le docteur Djamtene, vous pouvez être compétent, dynamique, maîtriser votre domaine, mais tout dépend de la tête. L'expérience l'a démontré, et je prends l'exemple d'Abdoulaye Diop. Du temps du président IBK, à son nom, Abdoulaye Diop a été ministre des Affaires étrangères quand même. Mais on a vu qu'il n'a jamais été autant sollicité par les Maliens. Mais depuis qu'il est devenu ministre des Affaires étrangères du président Assimi, on a remarqué que partout on parle de lui, on dit qu'il défend la diplomatie malienne. La diplomatie malienne n'est plus morose. Donc souvent, la gestion des départements ministériels aussi dépend du chef de l'exécutif et du président de la République. Donc par rapport à ce remaniement, effectivement, le remaniement est tombé du ciel. Aucun ministre ne s'attendait à ce remaniement. Il y a des ministres qui m'ont dit, mais Badou, c'est à la télé qu'on a vu et qu'on n'est plus ministre. Et certains ministres même ont dit que c'est d'autres qui m'ont appelé pour me dire mais il faut regarder la télé. Parce qu'il faut le dire souvent, nos ministres passent leur temps à regarder France 24 plutôt que de regarder le RTM. France 24 est interdit. Même si France 24, mais moi souvent ils préfèrent regarder France 24 que de regarder le RTM. Je dis ça sur ce plateau, je sais de quoi est-ce que je parle. Oui. Donc, grosso modo, 12 entrants, 11 sortants. Oui. Et Moussa Agatayr, qui est le ministre de la Jeunesse, lui se retrouve au niveau des Maliens de l'extérieur. Oui. Et ce qu'on a remarqué, aucun représentant des groupes armés dans le gouvernement. Donc c'est un message fort adressé par le président Assimi à l'endroit des groupes armés. Au-delà de cela, on a remarqué que Al-Hamdou est venu à la tête du ministère de la Communication. Oui. Et ça, c'est une bonne chose. On va le voir à la tâche parce que l'ancien ministre Harouna Touré, nous l'avons décrié parce qu'on a comme l'impression que le département de la communication et de l'économie n'avait pas de ministre. Et par rapport à nos cartes de presse même, on n'a pas pu obtenir nos cartes de presse parce que la machine qui doit fabriquer les cartes de presse, cette machine était en panne. Il fallait 3 millions pour avoir une nouvelle machine ou pour réparer la machine. Alors on n'a pas pu faire ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous avons applaudi alhamdoulilah. Comme je l'ai dit, les mensonges se jugent au pied du mur. Ensuite, le départ de Mahmoud Ould Mohamed, ça également a été salué par la population. Parce qu'avec sa djallaba, à chaque fois, il fait des effets d'annonce, mais les prix ne diminuent pas, etc. etc. Donc Moussa Agatayr, je reviens encore sur lui. Lui aussi, au niveau de la jeunesse, il a été très décrié par rapport à la gestion des clubs de football, par rapport à la gestion, comment on dit là, des perdièmes de l'équipe nationale parfois. Donc, mais les Maliens n'ont pas compris pourquoi Dedo est parti. Parce que Dedo, l'année dernière, a organisé des examens crédibles. Cette année, elle a organisé des examens crédibles. Le ministre de l'Éducation. Oui, Mme Sidibé Dedo Ousmane. Oui. Et Mme la ministre de la fonction publique également, Mme Diawar Awapol Diallo, elle a très bien organisé le concours parce que pour la première fois, on a vu un vendeur de noix de coco, jeune diplômé sans emploi, passer à un concours sans résultat. Donc, on pensait qu'au moins, on allait les maintenir au gouvernement, mais ça n'a pas été le cas. Ok. C'est dans le souci d'un Mali uni qu'on avait vu les groupes armés rejoindre le gouvernement. Cette fois-ci, ils n'y figurent pas. Est-ce que finalement une inquiétude au niveau de l'application déjà de l'accord? Alors, vous savez, en général, on ne peut que faire des analyses, analyser sur la base des éléments que nous avons. Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais rassurer mon cher ami, professeur Djamtene, que, vous savez, un ministre, c'est une équipe. C'est vrai, la vision est importante. Un gouvernement, si vous voulez. Je vais d'abord le ministre avant d'arriver au gouvernement, parce que c'est des instégales, c'est des conseillers techniques, c'est des directeurs techniques
tout ceci concourt. C'est pour cela, aux États-Unis en général, quand le ministre est débarqué, pratiquement tous ces gens le suivent. Parce qu'on estime que quand la tête échoue, c'est toute l'équipe qui a échoué. Mais nous, on n'est pas dans cette logique-là. Généralement, on a tendance à confier l'échec à la seule tête, alors que les autres aussi ont leur part de responsabilité. Mais je ne dirais pas forcément que c'est ce cas, mais je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans ça si on veut rester logique avec soi-même. Maintenant, pour revenir au cas de seul Assimi, c'est le bon timing. Pourquoi il a fait à ce moment? Parce que les gens se sont doutés quand il y a eu la démission du ministre de la Mine et que tout de suite l'intérim a été confié au ministre de l'économie. Les gens devraient savoir que très prochainement, on aurait dû s'attendre à un remaniement. Maintenant, il y a eu 40% à peu près de départ. Comme ça dit, c'est une équipe qui a été fortement remaniée et il y a eu le parti, Assimi a pris le parti, fait le choix d'aller vers un gouvernement que je qualifie de technocratique parce que tout ce qu'on voit quand on voit le profit, c'est plutôt plus ou moins des technocrates. Chacun qui, dans son domaine, a excellé à un moment donné. Je ne dirais pas forcément que la réussite les rassurer et c'est ça que je souhaite. Je veux que franchement qu'ils réussissent parce que chacun peut les aider à réussir. Par moi, on a travaillé étroitement avec certains ministres malgré qu'ils soient partis, mais ça ne n'empêche pas encore d'être disponible de continuer à travailler avec ce gouvernement. Et dans tout ça, vous savez, quand vous écoutez le Premier ministre Choguel, moi j'ai tenté de comprendre parce qu'il avait dit que le triptyque de ce gouvernement c'était les 3D, défense, diplomatie. Tout le monde est unanime aujourd'hui que ces 2D ne font pas l'ombre d'aucun doute. Il y a des progrès qui ont été faits. Maintenant, on parle de développement. Et qui parle de questions de développement aujourd'hui, ça m'amène à dire qu'il y a des ministres qu'on n'a pas changés, mais ça les interpelle fortement, notamment le ministre des Infrastructures. Parce que le développement, je vous apprenais, vous êtes économiste, l'indicateur d'un pays en développement, c'est déjà les infrastructures. Et le Mali a un problème d'infrastructure. Donc ça veut dire que le ministre du Travail des Infrastructures sera fortement interpellé et il y aura, je pense que les journalistes vont bientôt regarder cela pour qu'on puisse avoir des infrastructures. Ensuite, le deuxième défi de ce gouvernement, c'est la relance économique qui va se traduire par deux choses. La protection des entreprises qui, aujourd'hui, la plupart sont en train de perdre de l'aile, mais aussi la promotion des investissements. Donc, promotion des investissements, ça veut dire qu'on va faire appel à la diplomatie économique, on va faire appel à la diplomatie des affaires. Ce n'est pas le seul travail du ministre des Affaires étrangères qui fait un excellent travail dans le cadre de déplacement politique, mais le ministre de l'Investissement, qui est géré aujourd'hui par l'ancien banquier, je pense qu'il sait, lui-même, j'ai écouté un peu son premier discours, il est conscient parce qu'il estime qu'on a une économie très fragile qu'il faudrait véritablement mettre en selle. Donc, pour finir, je dirais que... Les groupes armés absents. Je ne dirais pas que les groupes armés sont absents parce qu'il y a Agater qui est dedans, qui est resté. Je considère jusqu'à preuve du contraire qu'il est de la SEMA. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Quand même il a changé de portefeuille. D'ailleurs, il quitte la jeunesse. On lui confie un ministère très stratégique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la force du Mali également, c'est la diaspora. Donc ça veut dire qu'il doit... Les M5 perdent du galon aussi. Alors, ça, je peux être d'accord. Le M5 a perdu beaucoup de cadres, mais... Pour moi, seul Assimi sait pourquoi cela a été fait. Donc nous, on ne peut que faire des analyses sur la base des éléments que nous avons. Un gouvernement qui s'appuie finalement sur des technocrates en les place des membres, des représentants colorés comme ceux du M5, des groupes armés et des politiques. Ok, mais faudrait-il d'abord reconnaître aussi que même si souvent on peut s'appuyer sur des éléments politiques qui sont fortement techniques aussi, Il y a des gens, certains qui ont été débarqués, vous avez fait allusion à certains tout de suite là, ils sont purement techniques aussi, au-delà d'être politiques. Vous comprenez? Oui. Vous savez, comme il l'a dit, le président sait ce qu'il veut, étant donné, c'est ce qui l'a conduit à faire ces changements. Mais vous savez, il est difficile pour un ministre de réussir dès lors que ses actions ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une vision globale. C'est-à-dire que c'est le président qui fixe la vision, elle est globale, les grandes lignes sont fixées et le ministre s'incruste là-dedans. C'est ce qui facilite l'évaluation aussi bien au niveau du PM que du président. Mais si chaque ministre devait venir s'asseoir, réfléchir, cogiter, dire dans quel sens je devrais aller, ça devient compliqué. C'est ce qui fait que souvent, en général, vous avez constaté généralement souvent dans nos pays, lorsqu'un ministre est nommé, il y a une période de stage. Il faut qu'il comprenne d'abord, je viens d'arriver, je ne comprends pas, il faut que d'abord je cherche à comprendre d'abord mon département. Donc il prend d'abord 6 mois, voilà, tous les dossiers sont stand-by, rien ne bouge. Et après, maintenant, il y a une phase d'apprentissage. Il y a une phase de stage pour comprendre et il y a une période d'apprentissage pour essayer. Donc, pour moi, il y a eu un changement, un remaniement ministériel. Souhaitons que les résultats auxquels nous aspirons soient au rendez-vous.
Sinon, que ce soit politique ou pas, pour moi, ce n'est pas ce qui est important. L'aspect politique, c'est seulement l'appartenance à un groupe. Et aujourd'hui, nous sommes dans une certaine situation où aussi le gouvernement aussi a besoin d'une certaine force, d'une certaine cohésion pour faire face aux différents défis. Donc, ce n'est pas en cette période aussi qu'il faut essayer de créer certains clivages entre groupes. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si politique ou pas politique, ce qui est important pour moi, nous voulons des résultats, comme le camarade Ali a le dire. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est à l'issue, quel sera le résultat auquel nous parviendrons. Et le premier responsable sera le PM et le président de la transition qui ont pris la responsabilité. Oui, on va vous donner la parole. Monsieur Sibi, est-ce qu'il y a lieu aussi de craindre la reprise de la belligérance militaire et politique avec la presque mise à l'écart et du M5 et des groupes armés dans la composition de ce gouvernement Choguel 2? J'ai lu une vidéo du Premier ministre et j'ai retenu un passage où il dit qu'il a fait, je crois, 10 ans en URSS ou un truc comme ça, là, qu'il partait dans les bibliothèques et qu'il a lu. Et il a su que si l'URSS avait tenu, c'est parce qu'ils avaient l'un des meilleurs services de renseignement. Et que s'ils avaient aussi l'un des meilleurs services de renseignement, c'est parce que les militaires et les politiques ont gardé une certaine symbiose. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est symptomatique d'une déception. Le Premier ministre est déçu. Cette sortie, c'était avant le remaniement. Je commande tout oui, simplement. C'était plutôt avant le remaniement. Mais le remaniement, c'est l'enfant de ce malaise-là, justement. Le remaniement, ça ne tombe pas du ciel, on est en politique. Au sommet de l'État, il n'y a pas de hasard. Ça, il faudra le comprendre déjà. Donc, c'est une mise en garde. C'est dire que aujourd'hui, vous avez la réalité du pouvoir. Ce sont les militaires qui ont la réalité du pouvoir. Ça, c'est clair. Et nous, on est aujourd'hui affaiblis. Mais l'URSS, qui était un grand bloc, un géant, s'est effondré parce que les militaires et les politiques ont cessé de cohabiter. Donc attention, si vous cessez de cohabiter avec nous, quelle que soit votre force, quel que soit vos blindages, tout ce que vous avez, quelle que soit l'efficacité de vos services de renseignement, vous allez finir aussi comme l'URSS. C'est le géant qui va s'écrouler. Alors, qu'on vienne à ce gouvernement où c'est un chef de parti, le Premier ministre, il n'a pas pu nommer un seul cadre dans ce gouvernement. Bon, ça, les analystes politiques comprennent. Aussi, son mouvement, parce que Choguel est venu au gouvernement au nom du M5. Et pratiquement, ils sont tous partis, excepté un seul. Bon, on ne sait pas trop. Donc, les militaires sont en train de reprendre leur pouvoir. Depuis le début, au lendemain du 18 août, c'est ce chemin qu'ils avaient pris, en réalité. Ils sont cohérents, hein? Ils sont cohérents. Mais c'est leur riole politique qui les a obligés à aller vers le M5. Et maintenant, ils ont une base sociale, les Yereolo et tout ça, là, les mouvements satellites là. Et puis bon, on voit aussi des gens très charitables qui ont beaucoup d'argent, qui construisent des châteaux d'eau et tout ça. Donc, maintenant, est-ce qu'on a besoin du M5 encore? Donc, on continue vers l'objectif. Et les groupes armés? Je crois que c'est un peu... Bon, les groupes armés, il a dit, hein, il y a l'autre qui est encore, qui était du MNLA, qui est encore dans le gouvernement. À ce niveau, ils ont beaucoup d'autres cadres. Et il y a une chose qui doit être claire pour tout le monde, c'est que aujourd'hui, le gouvernement, s'il faut affronter ces groupes armés-là pour recouvrer l'intégrité du territoire national, je pense que ce n'est pas une option que ces militaires-là vont exclure. Ce n'est pas à exclure, c'est ce que je vous dis. Ils jouent avec la carotte, mais aussi il y a le bâton. Maintenant, est-ce que le référendum, parce que nous venons de quitter le référendum, hein, est-ce que les réalités du référendum aussi n'ont pas poussé à ce remaniement-là et nous donner
bien l'équipe qu'on a. D'accord. Est-ce que les alliés, en tout cas le ministre M5 qui était dedans et tous les autres là, est-ce qu'ils ont mouillé le maillot comme cela se devait, selon les militaires? Oui. Sinon, alors, pour quel intérêt continuer avec eux? Puisqu'ils n'ont plus de poids politique, ou alors ils n'ont même pas pu nous aider dans ce travail-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de couacs dans l'organisation, et même les campagnes et tout ça, même dans les résultats. Donc moi, je vois un peu les choses comme ça. À la nouvelle équipe, on ne peut que souhaiter bonne chance. Et on sera là pour juger. Badou, à la lecture de cette équipe, on a l'impression que le colonel Goïta a finalement décidé de se débarrasser du M5 et des groupes armés. Bon, techniquement, nous, journalistes, on parle de gouvernement mi-figue, mi-raisin. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Effectivement, avec les groupes armés, c'était prévisible. Ça n'allait pas du tout parce que depuis 7 mois, il n'y a aucune rencontre. Ou bien on dit il n'y a aucune rencontre. Excusez-moi, il n'y a aucune rencontre. Excusez-moi, il n'y a aucune rencontre depuis 7 mois parce que les autorités disent qu'à chaque fois, quand le gouvernement envoie des ministres pour le comité de suivi de l'accord, les groupes armés, au lieu d'envoyer les vrais représentants, envoient des personnes ordinaires, des seconds couteaux. Des seconds couteaux. Oui. Donc ça, c'est du sabotage. Et apparemment, le gouvernement a même suspendu le salaire destiné à ces gens. Et il y a eu les référendums aussi qui pratiquement n'ont pas eu lieu à Kidal. Donc ça a mécontenté davantage le gouvernement. Donc il fallait montrer à ces gens-là qu'aujourd'hui l'État du Mali est fort, le pouvoir central peut prendre un certain nombre de dispositions, mais rappelons que la récupération de Kidal ne peut être que politique. Les armes ne résoudront pas le problème. Et au-delà de cela, nous sommes à 7 mois de la présidentielle. Or, les partis politiques crient toujours, les partis politiques crient à la fraude, les partis politiques crient à la corruption, etc. etc. Donc, pour Assimi, il fallait mettre en place un gouvernement neutre, même si le Premier ministre n'est pas politique, même si Ikassa est de l'EDR. Donc il fallait mettre en place un gouvernement. Il y a le ministre de l'élevage et de la pêche qui est responsable de Youbaba, de l'ADP Maliba. Président de l'ADP Maliba. Merci de l'avoir rappelé. Oui. Donc pour Assimi, il faut mettre en confiance cette classe politique qui, à chaque fois gesticule, se retrouve au boulevard de l'indépendance. Il n'est même pas exclu. Et le cas du M5-RFP? Le cas du M5-RFP, pour ce qui est du cas du M5-RFP, je crois que le M5 a enfin digéré le départ de ces membres, parce qu'on a vu l'imam Oumarou Diarra en train de prêcher dans une mosquée hier. Donc cela prouve qu'ils ont accepté leur situation. Mais il faut rappeler aussi que dans ce gouvernement, il y a quand même 5 conseils spéciaux qui est relevé de Assimi. Aïssa Badjalo, par exemple, qui est devenue la ministre de la Santé. Ouais. Il y a 2 proches d'Ibeka aussi. Bintou Kamara qui est à l'énergie. Donc je les rappelle sur ce plateau que ça ne va pas, il y a trop de coupures. Ensuite, Madame Barayogo, Aïssata Traoré. Donc, et on nous dit que c'était des proches d'Ibeka. Mais quelqu'un me disait que non, Assimi a nommé ses majordomes. J'ai dit le terme est trop fort. Il n'a pas nommé ses majordomes, il a nommé des conseillers spéciaux, des personnes en qui il a confiance. Mais comme je l'ai dit au tout début du débat, les mensonges se jugent au pied du mur. Mais quelque part, les Maliens sont contents du fait que les groupes armés ne sont plus représentés, même si vous dites que Moussa Agataer représente toujours la CEMA. Moi, j'en doute, mais je sais quand même que vous partez interroger le Malien lambda, il vous dira qu'il est satisfait parce que les groupes armés ont trop fatigué le peuple malien. D'accord. Allez-y, très rapidement. Moi, je voulais juste dire une chose, parce qu'il y a un élément qui a manqué. Vous savez, on a oublié l'engagement pris par le Premier ministre à évaluer chaque trimestre les ministres. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question que les gens, ce qui a un peu certainement créé la confusion, parce que les gens ont pensé que ceux qui ont été débarqués, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Cela ne peut pas être véritablement le cas dans la mesure où personne n'a accès à l'évaluation, parce que ça avait été des engagements pris. Donc moi je me dis désormais, si un gouvernement prend l'engagement devant un Parlement pour dire qu'on va évaluer les ministres, il faudrait que ce travail se fasse. On l'a vu depuis sous les présidents précédents, ça a été déjà insulté par l'ancien Premier ministre Mara. Et Choguel a pris l'engagement, c'était dans chaque trimestre. Mais malheureusement, on a fait 2 ans. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas vu d'évaluation. Et on voit qu'il y a 30%, près de 40% du gouvernement qui a été remercié. Bon, même si on sait que certains ont quand même fait des résultats remarquables. Donc je pense que il faut désormais que cela puisse être, on puisse mettre le doigt sur cet état de fait. Il ne faut pas prendre des engagements qu'on ne peut pas. Permettez-moi de contredire un peu le Premier ministre Choguel Kokala Megamed dans la courtoisie. Par rapport à la dislocation du URSS, je ne suis pas d'accord avec lui. Le président Mikhail Gorbatchev
a engagé des réformes malencontreuses. Et ce sont ces réformes qui entraînent la chute de l'URSS, la glasnost, la perestroïka, etc., etc. Parce que j'ai bien entendu, j'étais très jeune à l'époque, en 91, mais à la veille de la chute de l'URSS, il y a l'ultra nationaliste Vladimir Zhirinovsky qui a eu à dire que les militaires et les politiques ont fait en sorte qu'il n'y avait plus d'œufs dans les frigos, les gens avaient faim, etc., etc. Et que cela ne nécessitait pas la dislocation de l'URSS. Apparemment, au niveau des différents gouvernements, on s'est plutôt apaisanti sur les problèmes d'armes. Parce que les soviétiques ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, 30 millions de morts. Donc ils se sont mis à fabriquer des armes, à oublier l'agriculture. Et finalement, on a vu le résultat. Donc, rappelons au gouvernement que... À Choguel peut-être. À Choguel, qu'il n'a qu'à mettre l'accent sur la nourriture. Il n'a qu'à mettre l'accent sur la sécurité alimentaire, c'est très important. À l'approche du sommet de la CEDEAO qui aura lieu demain, dimanche, à Bissau, 9 juillet, beaucoup d'analystes continuent à croire que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso restent toujours dans le viseur de l'instance sous-régionale, professeur. Le Mali reste toujours dans le viseur de la CEDEAO. On a vu cette sortie du président de la commission de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo, qui infantilise à la limite l'approche des autorités de la transition. Je crois qu'il faut comprendre le contexte. Je ne sais pas s'ils en veulent au Mali, mais c'est une attitude d'autodéfense de survie. C'est une attitude d'autodéfense de survie. C'est comme actuellement la France au Mali. Si vous réécouter ou révisualiser certaines vidéos de Gaulle, de certains ministres français passés, vous saurez que, vous le savez, que le Sahel est un enjeu stratégique pour la survie de leur nation. Si ceci est vrai, est-ce qu'ils doivent laisser... On est en train de parler de la CEDEAO. Non, j'arrive. Oui. Si ceci est vrai, ils ne doivent pas laisser. Il en est de même pour certains chefs d'État de l'espace qui doivent aujourd'hui leur pouvoir à ces gens. Maintenant, l'attitude que le Mali a adoptée actuellement est en train de susciter un éveil de conscience au niveau des pays de l'Afrique et même du monde. Maintenant, est-ce qu'ils doivent laisser ces attitudes prospérer? C'est pourquoi, quand j'ai lu le rapport de la commission de sécurité qui a été à Abidjan le 5, quand j'ai lu, regardez bien là-dedans, lisez... Nous sommes en train de vérifier l'authenticité de ce document qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, oui. Donc je vais dire simplement, tous ces agissements que vous voyez, ce sont des attitudes dotées de défense de survie. Je me débat pour conserver mon pouvoir, voilà mon gagne-pain, je me débat. Sinon, ils ne sont pas contre le Mali. Au fait, ces gens-là, imaginez ces gens quand ils agissent comme... Quand vous avez le temps d'être avec eux sincèrement, ils vous disent vraiment, il faut comprendre. Imaginez bien, feu président Idriss Déby, avant qu'il ne commence à se confesser, on pensait que c'est lui qui était la main de l'Occident. On est d'accord. Tous ces différents éléments, lorsqu'ils ont récemment, le ministre des Affaires étrangères, l'ancien, l'autre là du Tchad, j'ai vu une vidéo là, qui était de l'Union africaine là. Faki. Voilà, Faki. Vous voyez ce qu'il a dit. Et regardez l'homme de France, de RFI là, Alain Foucault. Tribune, Alain Foucault, vous avez vu? Ce sont des gens, initialement, qui travaillaient pour eux. Donc, je vais dire simplement, ce que nous devons comprendre, et nous devons développer des réflexes qui permettent de contrecarrer les attitudes de la CEDEAO. Sinon, actuellement, les dignitaires, ceux-là qui président la destinée de la CEDEAO aussi, n'ont pas autre choix que d'agir comme ça. Donc, il revient au Mali maintenant de prendre ses dispositions. Et je crois que nous sommes en averti, le Mali a averti, nous savons ce qu'il peut prendre comme disposition, et nous savons ce que nous devons prendre comme mesure palliative. Donc, une fois cela est connu, il n'y a pas de problème. Comme on le dit, entre pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. D'accord. Voilà. Soumano, le Mali, toujours dans le visage de la CEDEAO. Oui, mais bon, moi je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter, parce que déjà, il y a un grand pas qui a été fait. Ce qui préoccupait, j'allais dire, beaucoup plus la CEDEAO, c'était de respecter le délai de la transition. Je pense qu'aujourd'hui, avec le référendum qui a été fait, et je pense qu'on a dans les autorités du Mali se préparent aussi à organiser les élections d'après le chronogramme. Normalement en février, on doit pouvoir tenir ces échéances-là. Et moi je me dis, il n'y a pas de souci. Et vous savez, aujourd'hui,
le cas du Mali a servi de beaucoup de leçons. On ne peut pas se permettre de tout faire. Parce qu'au départ, on a été très vigilants. Il y a eu des sanctions qui ont été aujourd'hui infligées à notre pays. Et grâce à la vigilance de beaucoup de diplomates, des anciens de la CEDEAO, on est parvenu quand même à redresser la tendance, à rappeler à la CEDEAO qu'elle avait mal fait. Et je crois qu'elle-même, elle a reconnu, même si de façon explicite, elle n'a pas reconnu, mais en fait, le fait d'avoir levé les sanctions. Mais je rappelle encore qu'on a encore des sanctions, hein, parce qu'il y a des sanctions politiques, on n'essaie toujours pas. Et moi-même, ça, il faut qu'on travaille à ça. Parce que ces sanctions se seront levées de façon progressive. Donc on est parvenu à lever l'embargo. Il reste maintenant la sanction politique qui permette justement la représentation du Mali. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on ne parvient pas à lever ces sanctions politiques-là, il n'y a pas de possibilité pour un Malien de pouvoir postuler à un poste au sein de la CEDEAO. Donc ça aussi, c'est une perte de chance pour nos concitoyens. Donc il faudrait qu'on respecte nos échéances, nos engagements, pour que en fait, la population ne sente pas trop. Parce que ce n'est pas que des effets pervers de la sanction, de l'embargo, mais c'est aussi le fait que nos cadres compétents ne pourraient pas se prévaloir à occuper des postes, quels qu'ils soient techniques ou politiques au niveau de la CEDEAO. Badou, sur ce sommet de la CEDEAO qui se tient demain à Bissau. Par rapport à ce sommet, je crois que le Mali a sa part là-bas. Le Mali a sa place là-bas. Comme toujours, parce que je suis d'accord avec le professeur. Vous savez, par rapport au G5 Sahel, c'est le départ du Mali même qui est en train de la dislocation du G5 Sahel, c'est devenu du G3 parce que le Burkina Faso aussi a foutu le camp. Et le Tchad même a dépêché un émissaire pour prendre langue avec les autorités de Bamako. Ça n'a pas donné de résultats tangibles. Et pendant l'embargo, on a vu Macky Sall venir faire semblant de faire des bénédictions à Ibeka. On a vu Alassane s'agiter parce que le Mali fait rentrer au port de Dakar à peu près 475 milliards de francs CFA par an. Je parle sous le contrôle de l'économiste. Et le Mali accorde, à travers les transactions, le Mali contribue au budget ivoirien jusqu'à hauteur de 900 milliards, si je peux me tromper. Donc il fallait lever vite l'embargo. Et discrètement, dans les coulisses, les chefs d'État même entre eux se disent faisons tout pour que l'embargo ne perdure pas parce qu'on a besoin du Mali. Parce que le Mali quand occupe une position centrale en Afrique occidentale et ça ne date pas d'hier. Je pense que le sommet serait une occasion de faire une évaluation à mi-parcours par rapport à toutes les réformes qui ont été engagées. Mais sur une certaine radio, j'ai entendu quand même que le Mali doit 300 milliards de francs CFA, je ne sais pas, à des distributeurs d'électricité et qu'au niveau de la Boade, probablement le Mali pourra avoir 45 milliards de francs CFA de prêts, etc., etc. Et ces propos-là viennent de Mohamed Bazoum. Vous savez que à la dernière tribune, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue l'année dernière, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a sèchement répondu à Bazoum qu'il a traité d'étrangers du Niger. Et Oumarou Sissoko Mbalo également, le président de la Guinée-Bissau, aussi a eu sa dose. Donc ça les a poussés vraiment à mettre de l'eau dans l'aile N'Yamakoudji. Et je pense que le sommet de demain sera un sommet qui va peut-être contribuer davantage à rapprocher le Mali et les autres pays de la CEDEAO. Ce n'est pas le Mali seulement, la Guinée et le Burkina également. Ok. M. Sibi, votre regard sur ce sommet de la CEDEAO? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre parce qu'on a quand même avancé. Hein. Il y a eu des avancées. Je vous rappelle qu'on a eu un communiqué de la CEDEAO qui a salué la tenue du référendum. Avant même sa tenue. Peut-être l'annonce, l'annonce de la tenue de la CEDEAO. Oui, c'est ça, saluer ça, quoi, l'annonce en fait. Oui. Quand les dates ont été fixées, donc ils se sont manifestés. Ce n'est pas anodin, c'est encourageant. C'est pour dire, on vous encourage, vous êtes sur la bonne voie. Donc moi, je pense que, il n'y a pas l'épisode des sanctions qu'on a connu, ça c'est du has-been, quoi. C'est pas... Peut-être la création d'une force en attente, par exemple. Vous savez, ça n'a jamais quitté la CEDEAO. Les gens pensent que cette idée est née de maintenant, là. Ça n'a jamais quitté la CEDEAO. Mais il ne s'agit pas de créer une force tout de suite, même s'il y a certains chefs d'État qui le disent. C'est pas quelque chose de simple, quoi. Anti-putsch, d'autres même parlent de force anti-coup d'État. Non, mais ça, c'est plutôt dans l'ordre de la provocation ou bien, quand les gens veulent embêter un peu, mais ça n'a pas de fond sérieux en réalité. C'est sur le plan pratique. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre
dans cette sous-région-là une force uniquement dédiée à combattre les coups d'État. Ça n'est pas possible. D'accord. Nous sommes... allez-y, Voilà. 30 secondes. Oui, et je suis d'accord avec Sibi. Au fait, la CEDEAO pêche par ses attitudes. Ce qui fait qu'elle n'a absolument rien obtenu avec aussi bien le Mali, la Guinée et le Burkina. Quand le coup d'État a eu lieu, on a dit 18 mois. Ils disent qu'ils vont accompagner. Les 18 mois sont arrivés, ils vont sanctionner. Ils avaient voulu que ça ne dépasse pas un mois. Nos gens ont obtenu 2 ans avec un calendrier. Vous comprenez? Les dates qui avaient été prévues, les élections communales prévues pour juin, l'autre novembre présidentielle, sont déjà fort clos. On est d'accord? Donc du coup, tellement ils s'obstinent à vouloir contraindre nos pays qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne contextualisent, ils n'analysent pas, ils ne sympathisent pas pour qu'ensemble ils dégagent un processus commun de consensus de négociation. Tant qu'ils seront dans ça, c'est tous les pays qui vont sortir vainqueurs. Aussi bien la Guinée, le Mali et que le Burkina. C'est-à-dire qu'ils seront chaque fois mis devant le fait accompli et ne se contentant que à faire des communiqués pour dire vraiment nous sommes contents, nous remercions, nous remercions. Regardez jusqu'à aujourd'hui, la CEDEAO n'a jamais rien dit et que cela a été fait dans aucun de ces 3 pays, dans l'un de ces 3 pays. Donc ça veut dire que la CEDEAO pêche. D'accord. Parce qu'ils sont obstinés par les instructions qui leur viennent d'ailleurs, mais ils refusent d'appréhender la réalité. Regarde le revirement entre ce que Oumarou disait avant, il y a de cela 2 ans, et ce qu'il dit aujourd'hui. Macky Sall, Il dit qu'il n'avait pas compris, maintenant qu'il a tout compris. Oui, parce que maintenant les instructions lui ont été données. Nous sommes malheureusement au terme de la CEDEAO des peuples, c'est encore Ça va venir. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission de ce soir. Nos invités étaient M. Chakmar Soumano, il est président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Oui, il a bien porté sa cravate. Il est coordinateur du baromètre. Badou Escobar, journaliste politique. Professeur Abdul Karim Djamountene, professeur d'enseignement supérieur. Et Mamadou Lamine Sissibi, il est